Je sais pas si tu as remarqué Audrey, mais aujourd'hui, on valorise beaucoup plus la résilience et beaucoup moins le choix éclairé. Je vais expliquer ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est le fait de persévérer dans les épreuves et de continuer, de transmuter, transvaluer les expériences négatives qui nous arrivent et en faire quelque chose qui nous rend plus forts. Et donc la résilience, souvent, va mettre en avant la persévérance. Quand tu as une situation qui est pas forcément agréable, en fait, tu as une forme de responsabilité et de liberté à deux moments. La première, c'est ta responsabilité dans la réponse que tu as à cet événement. Et donc là, on est dans la résilience. C'est la réponse à l'événement. Tu es responsable, tu es libre de choisir la réponse que tu vas avoir par rapport à une situation qui te tombe dessus. Donc la liberté, elle est dans le choix de la réponse. Mais tu as une autre forme de liberté qui est la liberté de ne pas créer les conditions que ça arrive. Et donc là, on met en amont de la situation, tu as la liberté de ne pas tomber dans le trou. Tu as cette fameuse histoire, je sais pas d'où ça vient, mais c'est un gars qui est tombé dans le trou couvert d'addiction, qui dit mon Dieu, pourquoi Dieu tu m'as abandonné? Et Dieu qui lui répond en fait je t'ai donné les moyens de pas tomber dans le trou quoi. Dans cet exemple, en fait on a la deuxième forme de responsabilité qui sont sur créer les conditions de la situation. Aujourd'hui on n'aime pas du tout mettre l'accent sur cette forme de responsabilité parce qu'on a l'impression que ça culpabilise, parce que justement on peut pas changer ce qui est arrivé. Mais en fait ça découle d'une vision qui est assez déterministe des choses, c'est-à-dire que les choses nous arrivent, elles sont tombées dessus, on n'a pas de pouvoir sur les choses et que du coup, voilà, notre forme de liberté est dans la réponse, ce qui est vrai. Mais je pense que c'est important de renverser aussi l'équation et d'aller regarder ce que la plupart des gens ne veulent pas, ce qui est finalement sur la recherche des conditions. Pourquoi c'est important? Quand tu es entrepreneur, tu fais le choix d'être responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie et si tu le fais pas, ça va être un obstacle à ta réussite. En prenant conscience de ces deux formes de responsabilité individuelle, ça te permet de vraiment incarner ta posture d'entrepreneur. Si tu regardes sur internet aujourd'hui, tu vois énormément de discours sur la résilience, sur à quel point ça a été dur d'entreprendre, ça a mis du temps, ça a été beaucoup d'efforts, on aime bien, tu vois. Alors que tu pourras avoir la vision totalement inverse. Quel couillon, le gars, il a perdu 10 ans alors qu'en fait, en 3 mois, il aurait pu faire ce qu'il a fait en 10 ans. Donc cette démarche-là, c'est en fait revenir dans un état originel dans lequel tout est possible. Et tu vois, là, on n'est pas dans l'éternel retour de Nietzsche, mais tu dois faire ce travail de, en tout cas, revenir dans une forme originelle où tout est possible quand tu traverses certaines situations. Et si c'est des choses qui est pas agréable qui t'arrivent, après coup, tu peux analyser ce qui s'est passé et comment tu aurais pu éviter cette situation. Si tu fais ce travail-là, la prochaine fois, tu vas agir différemment et ça va pas se reproduire. Si on parle de ça, c'est qu'en fait, le piège de la résilience, c'est en fait le fait d'être bloqué dans une boucle et de sans cesse répéter les mêmes erreurs. Quelqu'un qui pense que le travail c'est difficile, que l'entrepreneuriat c'est difficile, bah qu'est-ce qu'il va faire? Sa deuxième boîte, ça sera difficile. Le problème de la résilience, c'est que ça règle pas le problème. Tu retournes pas à l'origine de la situation, tu refermes en fait le capot du problème, tu vis avec en fait. D'une certaine manière, il y a quelque chose de positif dans la résilience parce que ça te permet de traverser des difficultés qui sont beaucoup plus grandes dans la vie que des gens qui n'en ont pas. Et par conséquent, dans l'entrepreneuriat, la plupart des gens ont quand même pas mal de difficultés et il faut une force de résilience pour aller jusqu'au bout et triompher de ça au fil des années. Mais on voit que ça peut poser problème. La résilience est très utile pour gérer l'échec. On se donne la capacité de rebondir, comme on dit maintenant, pour relancer un projet ou pour en tout cas le continuer un. Donc c'est vrai que la résilience est quand même utile. Et d'une certaine manière, c'est vrai, c'est-à-dire que si t'abandonnes pas, tu vas forcément y arriver au bout d'un moment. Entre guillemets, la réussite, c'est quelqu'un qui a essayé une fois de plus que celui qui a abandonné. Si tu joues au jeu des petits chevaux, si tu joues tout seul, il y a un moment donné où même si tu fais que des 1, tu vas arriver au bout du truc. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant dans la valeur de la résilience. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs mettent en avant la résilience. Je crois que c'est Marc Simoncini qui parle que c'est la caractéristique principale de l'entrepreneur. Tu vois à travers certains parcours, par exemple Jack Ma, qui s'est fait refouler je sais plus combien de fois, mais au final, voilà, il a réussi, etc. Donc c'est aujourd'hui, dans le narratif, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, et d'une certaine manière, c'est bien. Mais il faut faire le travail de la responsabilité de revenir aussi à le choix éclairé. Si tu as une récurrence dans ta vie, quelque chose qui revient, c'est pas la peine de persévérer. C'est pas la peine de persévérer. Si tu as une récurrence, c'est peut-être qu'il faut changer quelque chose pour pas rester enfermé dans la boucle, quoi. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est de sortir du dogme de la culpabilisation. Je sais pas si ça te parle, Nietzsche, la morale de l'esclave et la morale du maître. La réaction au choix éclairé d'y voir d'une forme de culpabilisation.
Si tu vois ta responsabilité, ce que tu aurais pu faire pour changer la situation comme une façon de te culpabiliser, tu t'empêches de t'émanciper. Et c'est une réaction où, dans un état de frustration, dans un état de faiblesse, tu vas renverser certaines valeurs morales pour justement vivre en adéquation avec toi-même. C'est une interprétation assez libre. Ça me dérange pas. Si ça tient la route, si le raisonnement il est clair. Ça te va? Ça te va, toi, la philosophe? Puis t'as lu la généalogie de la morale, donc... Ah ouais, il y a le côté, il y a le côté aristocrate chez Nietzsche. Il va opposer l'esclave, justement, c'est celui qui va rester victime de sa situation. Il va ignorer les causes de sa situation et ignorer les possibilités de s'en sortir. Alors que le maître qui est au-dessus, qui est plus éclairé, il peut jouer avec les circonstances, il a une compréhension qui est plus grande de ce qui se passe. La résilience, je la définis en image comme le propos de Simone Veil, donc la politicienne, pas la philosophe. La politicienne à qui on avait demandé comment elle avait pu aller au-delà, continuer à vivre après les camps de concentration dans lesquels elle était allée, évidemment. Eh bien, elle avait donné une surprenante réponse à ça. C'était de pardonner. Donc, c'était la seule possibilité de vivre après ces tristes événements, qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort dans la résilience. Ceci étant dit, ça crée quand même une certaine rigidité dans le fonctionnement individuel. Là, tu mets en lumière que dans la résilience, c'est sortir la position de victime, et c'est très bien. C'est une idée qui est assez partagée, et tout le monde, tu vois ton histoire sur Simone Veil, tout le monde va kiffer, va trouver ça beau, etc. Par contre, si je commence à poser des questions qui font beaucoup plus mal, on va regarder cet exemple, c'était pas du tout préparé. Et là, ce que je veux dire, ça peut potentiellement choquer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est intéressant, parce que c'est justement pour mettre en lumière qu'aujourd'hui, on a un problème avec ça. Petit disclaimer, si c'est intéressant de se poser la question, c'est que si ça arrivait une fois dans l'histoire, potentiellement, ça aurait pu ou ça pourrait revenir. La question, c'est de se dire, qu'est-ce que t'as pas vu? Qu'est-ce que t'as loupé dans l'évolution historique? Qu'est-ce qui a fait que t'as pas vu ce qui était en train de se passer? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas cassé, quoi? Il y a énormément de juifs qui se sont cassés aux États-Unis, en Suisse. Évidemment qu'il y a des questions financières et que c'est pas, tout le monde ne peut pas le faire comme ça. Peut-être que se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais compris ce qui s'était passé, tu vois? Et c'est aussi se demander quels ont été les signes. T'as Stefan Zweig, dans ses livres, raconte l'avant, à quel point les discours étaient en train de changer, la radicalité qui se met en place, le changement de valeur qui est en train de se faire dans la société. Il y avait des signes. Lui, il s'est suicidé, donc il a décidé en âme et conscience. Ah, tiens, c'est marrant, je suis en train de lire la biographie. Tu vois, il y a un lien là. À l'exception de ses parents, il ne parle pas le yiddish, ne fréquente pas la synagogue, ne pratique pas ses traditions culturelles, et l'auteur n'aime pas s'entendre rappeler qu'il est juif. Il y avait un truc autour de ça, tu vois. Ça peut paraître assez provocateur de dire que les juifs qui sont restés sur le territoire français, entre autres, ou allemand, n'ont pas pu voir, ou n'ont pas voulu tenir compte de certains signes qui étaient quand même assez significatifs de la montée du nazisme. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris compte de ces signes-là? Voilà, il y a quand même une certaine provocation et ça peut provoquer des réactions chez les défenseurs. C'est extrêmement choquant pour énormément de personnes. Et quand tu dis ça, l'idée, c'est pas de culpabiliser quelqu'un, une personne dans une situation. Et c'est pour ça que cette démarche du, entre guillemets, ce que j'appelle le choix éclairé, tu ne peux pas le dire à quelqu'un. C'est pas quelque chose qui se dit. Parce que forcément, à partir du moment où tu poses des questions, tu essaies d'inviter la personne à revenir dans cet état-là, tu poses ce type de questions à quelqu'un dans une situation qui est désagréable, la personne, elle t'a rien demandé en fait. Et c'est un travail que tu dois faire seul, toi-même, si tu veux éviter la récurrence. Si je parlais de Zweig, c'est pour deux choses. C'est que dans ses livres, en fait, il parle de toute cette période avant où les mentalités sont en train de changer, où il y a une forme de polarisation qui draine toute la pensée, et il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs quand on relit ça aujourd'hui, voir que d'une certaine manière, il y a des similitudes en termes de changement autour de la polarisation politique, ce truc du tribalisme, tu vois, c'est soit t'as ta tribu, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Ça, c'est une tendance qui peut s'exprimer dans énormément de domaines différents. Tu voulais l'utiliser pourquoi? Pourquoi t'as pensé à ça? Par rapport à la résilience? Parce qu'il a senti le truc. T'en as bien un qui a senti des trucs. Et c'est quand même un auteur avec une certaine sensibilité. Et peut-être que justement, d'un point de vue existentiel, peut-être que si toi, tu es dans la survie au quotidien, tu es dans le terre à terre, manger, bosser, etc. Peut-être que consacrer ta vie
à des questions très matérielles, ça t'empêche d'avoir la sensibilité de ce qui peut se passer. Ça peut être une forme de réponse. Moi, le but dans cette vidéo, c'est absolument pas de parler de cet exemple-là et disclaimer si quelqu'un se sent touché de ça. C'est touchy. Oui, non, mais tu sais, ça touche pas que les juifs pour le coup, hein, parce que quand tu vois la Deuxième Guerre mondiale, quand Pétain a serré la main à Hitler, il n'était pas question de judaïsme du tout. C'était quand même quelque chose d'assez invraisemblable qu'un homme politique français supposé être éveillé, intelligent, raisonnable, serrer la main à l'envahisseur carrément. On va reprendre un autre exemple aussi polémique. En France, en tout cas, quand t'es une femme et que tu sors dans la rue, tu te fais emmerder tous les jours, plusieurs fois par jour, dans le métro, dehors, et parfois ça va loin, etc. Évidemment qu'il faut faire preuve d'énormément de résilience pour être en France et subir ça tous les jours. Évidemment que ça demande énormément de résilience pour continuer à subir ça tous les jours et à rester là. Et évidemment que toi, t'es pas responsable de l'attitude des hommes dans la rue. S'ils viennent t'emmerder, c'est eux le problème et c'est pas toi. Ça vient jamais remettre en cause ça. Par contre, ça n'empêche pas. Il faut mettre un « et » pas un « ou » qui soit excluant. Certes, c'est eux le problème, mais d'une certaine manière, c'est ta vie. Et c'est important de revenir et de se reposer la question « Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cette situation ?» Si tu pars de France et que tu vas dans un pays où il y a de la sécurité, ce problème, il est complètement sorti. Tu as une possibilité, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que tu as la liberté de ne pas tomber dans le trou, pour reprendre l'histoire de Dieu. Tu poses pas la question, mais si tu poses pas la question, t'es condamné à subir la boucle, à subir la récurrence. Évidemment, je dis pas qu'il faut faire ça, qu'il faut partir de France. C'est un exemple et peut-être qu'il y a d'autres solutions. Mais déjà, poser la question de qu'est-ce qui est mon pouvoir pour éviter cette situation, c'est reprendre du pouvoir sur la situation et s'empêcher de devoir faire preuve de résilience. Parce que d'une certaine manière, la résilience, c'est aussi accepter. Évidemment, je sens que cette vidéo va complètement déplaire. Là, les deux exemples, c'est hyper touchy. Est-ce qu'on a un autre truc à dire? Est-ce que tu as un disclaimer, un truc qui peut un peu remettre de la pommade là? L'autre option que je voulais proposer, actuellement, il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans les clubs d'arts martiaux pour apprendre la self-défense. Faire du MMA. C'est vrai. Donc faire du MMA, t'en as d'autres qui décident de s'habiller comme des sacs pour être le plus laid possible. Et évidemment que c'est triste et que c'est la faute de ces hommes et qu'une femme devrait pas faire ça, que c'est pas elle le problème, c'est eux le problème. Après, il y a aussi un truc de survie à se demander quel choix éclairé je peux faire pour éviter ce genre de situation. Et aujourd'hui, si en écoutant cette vidéo, tu as senti que ça réagissait par rapport aux exemples, c'est pour te montrer à quel point c'est une tendance n'est pas du tout valorisée dans la société de faire cet élan existentiel comparé à la résilience. La résilience, d'une certaine manière, c'est facile. Ça plaît à notre ego, quoi. Le message de cette vidéo, c'est de dire la résilience, c'est bien. Et il faut continuer à faire preuve de résilience. Mais il faut aussi prendre conscience qu'il ne faut pas en faire une valeur morale. Parce que en faire une valeur morale, c'est la morale de l'esclave, selon Nietzsche. Et c'est un obstacle à l'émancipation individuelle. Et cet élan de se poser les questions de comment éviter des situations problématiques, c'est un travail que personne ne veut faire. Il faut en profiter pour reprendre du pouvoir sur soi-même et utiliser cet outil pour soi, pas pour les autres, ne même pas en parler. Voilà, c'est un outil qu'on utilise pour soi et qu'on garde dans l'intimité, mais qui nous permet d'accomplir des choses énormes.